Je sais qu'on dit que les apparences sont parfois trompeuses, mais là ça ressemble quand même fortement à une mauvaise idée, non? Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait à chaque partie de Phasmophobia. Entrer volontairement dans un lieu hanté pour se faire peur. À moins qu'il y ait bien plus que ça. Vraiment plus. Comme c'était la période idéale pour se plonger dans ce genre d'expérience, je me suis dit que c'était le bon moment pour revenir sur notre bon vieux Phasmo. Pas seulement pour la peur ou la nostalgie, mais parce que son évolution raconte quelque chose de plus large. La manière dont un jeu peut se construire par strat, en ajoutant au fil du temps des mécaniques, des idées, sans jamais se renier. À la base, c'était un petit concept multijoueur horrifique, et c'est devenu un jeu plus riche, plus accessible, avec un vrai système de progression. Pourtant, en joué de façon classique, Phasmo reste un jeu assez simple, avec des parties répétitives. Mais si je vous disais que Phasmophobia cache en réalité plusieurs strates de design, et que la plupart des joueurs ne s'arrêtent qu'aux deux premières, et qu'avec la communauté, le jeu en a gagné quelques-unes supplémentaires? Est-ce que vous seriez prêt à ouvrir la porte de cet asile à nouveau? Je pense qu'on connaît tous plus ou moins Phasmophobia. Mais oui, une certaine Sandra Smith n'y est sûrement pas pour rien. Mais pour beaucoup d'entre vous, le jeu se résume probablement à ce qu'on voit au premier abord. Aujourd'hui, je veux vous montrer que le game design a beaucoup évolué, parfois presque par accident, et que la majorité d'entre nous n'a joué qu'aux premières strates de design. Ce premier niveau, c'est pour moi l'occasion de rappeler rapidement comment fonctionne le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Phasmophobia est qualifié comme un jeu de survie horreur, mais je le considère plus comme un jeu d'enquête. Le principe est simple, vous êtes un chasseur de fantômes envoyé pour identifier l'identité qui hante un lieu. Il existe à date 24 types de fantômes et chacun a ses particularités, mais on y reviendra plus tard. Le jeu est jouable de 1 à 4 joueurs et vous pourrez évoluer sur des maps variées avec des tailles allant de la simple maison de quartier à une villa vintage jusqu'à un ancien asile abandonné. Pour analyser le fantôme, vous disposez de toute une panoplie d'outils qui vous permettront de mettre en évidence des preuves qui seront au nombre de 7, comme indiqué dans ce journal. Chaque entité a 3 preuves qui lui sont attribuées et qui permettront de l'identifier. Exemple, vous posez un livre au sol, le fantôme écrit dedans, vous pouvez cocher la preuve écriture fantomatique. Une porte bouge, tiens, des traces apparentes à la lampe UV, on coche ultraviolet. Enfin, la température descend en dessous de 0, température glaciale, félicitations, c'est un démon, on se casse parce que c'est dangereux. Pour terminer sur les règles de base, comme il faut de la difficulté, vous disposez d'une barre de santé mentale visible uniquement depuis le camion, dans lequel vous démarrez votre partie. Une fois que la santé moyenne de l'équipe atteint un certain seuil, le fantôme devient de plus en plus hostile et peut lancer des chasses. Durant cette phase, la porte d'entrée du lieu est verrouillée, et le fantôme commence à se diriger vers la position d'un joueur. Il faudra donc se cacher, éviter de faire du bruit, car oui, la communication passe majoritairement par un chat vocal en jeu, même s'il existe des alternatives pour utiliser certains outils qui nécessitent normalement la voix. Si le fantôme parvient à vous attraper, eh bien, j'espère que votre vie était bien remplie et que vous n'avez aucun regret. Il ne vous reste plus qu'à errer dans la map en attendant que vos camarades s'en aillent ou qu'ils vous rejoignent dans le monde des morts. Ça, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer à jouer. Optionnellement, le jeu est aussi jouable en VR si vous voulez réellement vous immerger dans une ambiance oppressante. Et ce principe-là, c'est vraiment l'essentiel de votre partie. Le jeu est un peu mystérieux au début, il faut un petit peu de temps d'adaptation pour comprendre comment fonctionnent les outils, quelles sont les interactions que le fantôme peut faire, etc. Heureusement, un tutoriel a été ajouté et permet maintenant de mieux comprendre les petites subtilités. Cependant, j'ai déjà abordé ce sujet dans ma vidéo sur l'unboarding, mais les gros textes comme ça, c'est pas l'idéal. Et je ne me souvenais notamment pas qu'il expliquait que la Spirit Box ne fonctionne que quand la pièce est plongée dans l'obscurité. Quoi qu'il en soit, une fois le tutoriel compris, vous avez toutes les clés pour jouer à cette première strat. Et après plusieurs parties à votre actif, vous avez également une base très solide pour attaquer la deuxième couche. Ici, vous commencez normalement à prendre quelques réflexes. Il y a des mécaniques que vous saisissez bien mieux, des choses qui ne sont pas forcément expliquées, par exemple. Il existe des objets maudits qui peuvent faciliter vos recherches, mais leur utilisation a un prix que vous n'apprendrez qu'à force d'expérimentation. Une autre subtilité, c'est par exemple le mimique, qui ne donne pas 3 mais 4 indices, alors que le journal n'en considère que 3. Des éléments qui peuvent ne pas avoir de réponse claire si vous ne creusez pas les forums. Cependant, votre niveau de connaissance fait de vous un chasseur suffisamment expérimenté pour monter le niveau de difficulté. Ainsi, cette strate de jeu correspond au moment où vous pouvez très bien envisager de jouer toutes vos parties de manière occasionnelle sans chercher plus. Vous pouvez rajouter de la difficulté en jouant sur des maps plus grandes, rendant alors la recherche plus complexe. À ce niveau-là, votre compréhension du jeu est presque complète, et une boucle de jeu ressemble sans doute à quelque chose du genre. En rentrant dans les lieux, vous savez désormais que le disjoncteur doit être activé, permettant non seulement d'allumer les lumières afin de ne pas perdre de la santé mentale, mais surtout de réchauffer les pièces afin de trouver la pièce la plus froide, car c'est là que le fantôme se situe. Pour les plus grandes zones, il n'est pas impossible que vous utilisiez un microphone parabolique pour entendre des sons paranormaux
facilitant la recherche dans un lieu comme l'école par exemple. Deuxième étape, vous placez votre équipement dans la pièce, un ou deux crucifix au cas où l'entité serait tentée de chasser, et c'est la chasse aux preuves et aux médias. Car oui, les preuves c'est bien, mais les médias uniques, comme des enregistrements vidéo ou des photos d'interaction avec l'entité, vous donneront quelques dollars supplémentaires en fin de partie, notamment si vous êtes en recherche de la partie parfaite. Et tout le reste consiste à trouver le type d'entité en complétant au maximum son journal et les défis. Survivre aux potentielles chasses durant le procédé avant de repartir au camion avec tout le monde en vie, enfin, j'espère. Bon bah au moins tu serviras de preuve à les cheese, hein. Ah oui, et idéalement, on récupère la preuve ADN pour la partie parfaite. Cette couche de design, c'est un peu particulier car il y a quelques éléments cryptiques qui peuvent vraiment décourager les nouveaux joueurs. Ce manque d'explication est quelque peu problématique en réalité. Oui, une recherche Google ou quelques secondes sur un forum communautaire apporteront les réponses à ces questions. Et même si désormais le partage d'infos est courant pour favoriser l'apprentissage d'un jeu, ces mécaniques gagneraient selon moi à être plus explicites. Peut-être pas directement car c'est une bonne chose d'entretenir le mystère, mais le journal étant une source d'information, on pourrait très bien envisager de débloquer de la connaissance supplémentaire en fonction de certaines actions. Un défaut de design pas dramatique en soi, mais tout de même décourageant. Et voilà comment se joue le jeu avec ce niveau de connaissance. Et c'est tout à fait ok hein, comme boucle, hein. Une fois maîtrisé, ça reste simple, efficace, avec suffisamment d'aléatoires pour qu'une partie soit légèrement différente d'une autre. Et dépendamment de votre sensibilité aux éléments de peur, peut-être que chercher des preuves ne sera pas si trivial. Seulement voilà, à force de jouer, la mécanique des preuves devient prévisible. On sait où chercher, on sait comment optimiser, et après avoir raffiné le design de base, il était temps d'ajouter un nouveau défi. Les choses deviennent un peu plus intéressantes ici. Et à vrai dire, je sais pas si c'est quelque chose de prévu initialement par les développeurs ou si les fans hardcore qui aiment se lancer des défis ont été les initiateurs de ce qui suit. Mais si vous trouvez le jeu beaucoup trop facile en mode professionnel, c'est tout à fait possible de monter le niveau de plusieurs crans. Si les premiers niveaux jouent entre autres sur le temps de préparation avant une chasse, la suite vous permettra de modifier beaucoup plus de règles. Par exemple, si vous voulez pimenter les choses, rien ne vous empêche de baisser le niveau de santé mentale initial de l'équipe, afin de vous exposer au risque de chasse. Et pendant que vous y êtes, on peut aussi enlever le terminal de santé mentale afin d'y aller à l'aveugle. Pourquoi pas aussi augmenter la fréquence de changement de pièce de l'entité. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est cette option qui commence à apparaître en mode cauchemar. L'entité ne laisse désormais que 2 preuves. Si vous ne connaissez pas le jeu, vous allez sûrement vous dire « Comment ça, 2 preuves ? Mais ça laisse pas trop de possibilités, c'est aléatoire du coup, non ? C'est quoi ce mode complètement débile, encore d'un coup des Illuminati ? Tiens, je mettrais bien une vidéo de GutsDX, moi !» Bon alors déjà, calmez-vous. Ensuite, je vais être un peu plus technique dans cette section, mais je vais tenter de vulgariser au mieux. Vous vous rappelez quand je vous disais que chaque fantôme avait ses particularités ? Les premiers indices sont indiqués dans le journal. Prenons par exemple le Goryo, qui est un des exemples les plus flagrants. Dans le journal, on remarque que les projecteurs DOTS permettent de l'identifier. Une preuve DOTS, c'est ça. On la verra en DOTS, du coup, si c'est le cas. Oh bah Mais dans le cas du Goryo, il est impossible de voir cette preuve à l'œil nu. C'est donc via une caméra bien placée que vous aurez la possibilité de confirmer votre théorie. Deuxième exemple, le Obake. J'adore celui-là. Dans le journal, il est indiqué que l'Obake est un fantôme qui peut laisser des preuves uniques. Quand celui-ci a une preuve UV, on peut parfois voir des empreintes de main à 6 doigts. Et même si vous passez à côté de cette info, prendre une photo de l'empreinte UV indiquera directement qu'il s'agit d'une empreinte Obake. Et comme vous êtes des gens très réactifs et malins, vous allez me dire « Ok, mais si le fantôme laisse 2 preuves, peut-être que l'Obake ne laissera pas d'UV ou que le Goryo ne laissera pas de dots. » Fort heureusement, afin de faciliter la recherche en 2 preuves, certains types auront une preuve obligatoire, et c'est notamment le cas de ces exemples. Mais effectivement, ce n'est pas le cas de tous. Les options disponibles commencent à se réduire. Faute de pouvoir valider une preuve, vous pouvez aussi en éliminer. Et c'est quelque chose qu'il va falloir commencer à faire si vous voulez vous en sortir dans ce mode de jeu. Au plus vous montez en difficulté, au plus vous cherchez à savoir ce que le fantôme n'est pas, plutôt que ce qu'il est. C'est ici, précisément, que Phasmophobia transitionne. Votre partie ne se résume plus à poser des objets et à attendre. Ça devient un vrai jeu d'enquête, et c'est fascinant. Pas seulement parce que c'est paranormal, mais parce que ça transforme l'expérience multi en un moment où les gens se retrouvent au camion pour débriefer et y aller son interprétation. Moi je pense que c'est une Banshee, je crois l'avoir entendu crier dans le microphone parabolique. Pas possible pour la Banshee. De toute façon, on a une preuve EMF5, et vu qu'il a pas marché dans le ciel depuis 5 minutes, je pencherais plutôt vers un spectre. T'es sûr que c'est pas juste qu'il a changé de salle ? Ah Est-ce que l'emmerdeur c'est un type d'entité ? Dans cet exemple, il y a plusieurs choses qu'on peut analyser. La première, c'est que j'ai parlé de 2 outils qui ne permettent pas de valider une preuve dans le journal, mais qui permettent tout de même d'identifier des comportements particuliers. Et c'est notamment ces derniers qui permettront de réduire le champ des possibles. La deuxième, c'est que tout instant de recherche nécessite d'être actif, et ce n'est plus un gameplay aussi passif que peut l'être le 3 preuves. Et non, l'emmerdeur n'est pas un type d'entité. La contrepartie de ce mode, c'est qu'il demande une connaissance approfondie des comportements des 24 types d'entités. Et personnellement, je suis pas convaincu que jouer un très grand nombre de parties m'aurait donné toutes les clés pour connaître l'ensemble des subtilités du jeu. Non, pour ma part, je me suis plutôt référé à la communauté de fous furieux qui a su engranger un grand nombre de connaissances et qui donne lieu à des sites comme Phasmoguide pour les Français,
Mais il y a plein de cheat sheets qui existent, et j'ai moi-même fait ma petite compilation parce que j'aime bien avoir toutes les informations d'un coup d'œil. Un ensemble de connaissances que je peux désormais mettre à profit pour ce que j'appelle le sous-sol des dégénérés de Phasmophobia. Le No Evidence Mode. Vous connaissez les challenge runs de Dark Souls? Eh bien, le No Evidence, c'est un petit peu les prémices de la challenge run de Phasmophobia. Prenons pour exemple cet individu qui a repris le jeu il y a quelques semaines et qui a mangé la Bible de Phasmophobia pour les nuls en une bouchée, et voyons sa prestation. C'est un revenant. Je pense que c'est un revenant. Ok. Bon, je l'ai mis 8 secondes, mais je pense que c'est un revenant. Oh là 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 là, j'avais raison! Alors, il est probable que vous vous dites que cette personne fera mieux de trouver un vrai travail. Mais je vous jure que j'en ai un, hein, sinon je mettrai pas autant de temps entre chaque vidéo. Après, pour ma défense, c'est sans doute l'entité qui a un des comportements de chasse les plus reconnaissables, donc le jeu a été gentil. Si c'est possible de dégager un type d'entité avec ce qui semble être très peu d'informations, c'est qu'il y a une méthodologie bien établie en réalité. Je vous ai dit que je m'étais fait une cheat sheet? Bien, c'est pour cette raison justement. En réalité, il y a vraiment beaucoup de données à prendre en compte, et si avec de preuves une enquête peut quand même se conclure juste à l'aide des gadgets et un peu de connaissances, en no evidence, il va falloir procéder à tous les tests possibles pour confirmer ou infirmer le type d'entité. Et il y en a certains qui sont vraiment complexes à identifier. Une des méthodes consiste à analyser le fantôme quand il chasse. Quelle est sa vitesse de déplacement initiale? Est-ce qu'il accélère quand il détecte quelqu'un? Quel est son délai minimum entre deux chasses? Comment est-ce qu'il clignote? Et bien plus encore. C'est beaucoup à gérer pendant une chasse. Difficile de penser à tout, surtout quand on essaie de survivre en premier lieu. Mais avec un peu de pratique, ça devient un vrai jeu d'analyse, et ça transforme encore l'expérience. C'est de l'analyse en continu, et en dehors de quelques fantômes très évidents dans leur comportement, c'est plusieurs chasses qu'il faudra effectuer pour deviner. Dans mon exemple, c'était un mode un peu particulier qui se rapproche plus du speedrun que du vrai No Evidence Mode qui demande plus de temps que ça, mais cette phase d'analyse sportive ne sera pas absente. La prise de risque est un élément essentiel, et dans des modes vraiment avancés du No Evidence comme le légendaire Apocalypse 3, qui met tous les potards de difficulté à fond, atteindre la pièce du fantôme devient une vraie expérience d'horreur. Chaque prise d'info est un risque, et ce n'est pas pour rien que c'est le niveau de difficulté ultime. Je trouve personnellement que c'est dans ces moments-là que le jeu est vraiment terrifiant. Parce qu'en dehors de quelques apparitions et jumpscares qui m'ont fait sursauter par le passé, je passe plus de temps à rire qu'à avoir peur. Mais dans des modes plus hauts, j'ai vraiment l'impression de faire un boulot affreux où je risque ma vie tous les jours et pourtant la prime de risque n'est pas dingue, hein. Je parlais de speedrun tout à l'heure. Sachez que c'est une pratique qui existe et qui est vraiment impressionnante. Parce que les ravagés qui sont capables de faire une partie et de trouver le fantôme en moins d'une minute, c'est un niveau qui force le respect, hein. Même si c'est vraiment pas un objectif que le joueur standard a besoin de viser pour passer un bon moment sur le jeu. Donc si vous vous amusez bien en intermédiaire, c'est parfait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais si vous trouvez que le jeu manque de challenge, il y a sûrement moyen de trouver de la difficulté qui vous convient. Et au-delà du système de progression qui a été mis en place il y a quelques temps, permettant d'acheter un équipement plus performant au fil du jeu, je pense que c'est surtout cette possibilité d'améliorer ma capacité à identifier des entités sur des micro-détails qui rend le jeu ultra grisant. Et comme je le disais au début, je ne sais pas si c'est la communauté ou bien les développeurs qui sont à l'origine de cette autre facette que le jeu propose, mais le fait est que l'accès anticipé a sans doute contribué à permettre autant aux joueurs qu'aux développeurs de façonner et raffiner une expérience aussi solide, malgré sa simplicité folle. Et ça fait sens, parce qu'un premier jet ne sera jamais parfait. Les playtests sont justement là pour ça. L'Early Access, c'est juste un moyen plus ouvert de permettre le dialogue entre la communauté et l'équipe de développement. Enfin, parfois c'est aussi un moyen de continuer à financer son studio, mais c'est pas le sujet ici. Et ce que je dis ici, c'est vraiment pas un scoop. Quand les jeux se sont ouverts au modding, on a donné aux joueurs bien plus que leur capacité à exprimer une opinion sur un jeu. On leur a donné un moyen de créer une expérience avec un contexte plus ou moins limité. Et c'est comme ça que sont nés des jeux comme Counter-Strike ou Dota. Donner un jeu à plusieurs personnes, il y aura forcément quelqu'un pour y jouer de manière non conventionnelle. Dans Phasmophobia, ça a pu donner quelqu'un qui se lance le défi de boucler une enquête le plus vite possible, ou tout simplement avec zéro preuve. Au risque de me répéter, les hauts niveaux nécessitent une connaissance très obscure pour les joueurs. Peut-être que lors de la release, le jeu corrigera ce point, mais il est tout à fait envisageable que les développeurs souhaitent que ces informations restent cryptiques, parce que l'effort communautaire qui gravite autour d'un jeu afin de déterrer le moindre secret, c'est peut-être la plus belle façon qui existe pour remercier les développeurs d'avoir créé une expérience incroyable. D'un point de vue joueur, les chasses au trésor de ce genre sont toujours motivantes. Il n'y a qu'à regarder l'engouement autour du puzzle communautaire sur Animal Well. Et le jeu étant encore en early access jusqu'en 2026, qu'est-ce qui se passera quand les joueurs de haut niveau s'ennuieront dans ce genre de difficulté ?
Les studios sont gardiens de leur expérience, c'est un fait, et il est évidemment hors de question que la vie des joueurs dénature le produit de base. Mais de la contrainte naît la créativité. Quand on donne à suffisamment de monde un matériau de base avec lequel interagir, il y a parfois de bonnes idées qui peuvent apparaître. C'est notamment grâce à ces échanges que les difficultés personnalisables, certains reworks de map, ou encore le système de preuves médias ont vu le jour. Et c'est peut-être le point le plus important que j'aimerais mettre en avant ici. Phasmophobia n'est qu'un exemple, mais il permet de voir comment le design par strat permet à la fois d'itérer sur un jeu live, ou sur un jeu en cours de développement, et de créer une expérience plus riche, voire complètement nouvelle dans certains cas. Early Access ou non, ce n'est pas le plus important, même si je pense qu'un bon canal de communication permet d'orienter les discussions dans la bonne direction. En partant d'une boucle de jeu, notre gameplay principal, on rajoute un contexte pour le mettre en scène. Puis de la structure permettant de proposer du challenge, on incorpore de la progression permettant de faciliter et maîtriser le gameplay, et stop! Là, c'est une milestone où on peut estimer avoir fait le tour de la boucle. Et c'est un super point pour le jeu. Si vous en restez là, vous avez une expérience accessible, mais en avançant plus loin, on se rend compte que le jeu a plus de profondeur, et sans avoir besoin de faire des compromis. Dans Phasmophobia, c'est la possibilité de personnaliser la difficulté grâce à des dizaines de paramètres, et les potentiels challenges que la communauté peut se lancer, par exemple le No Evidence et le mode Apocalypse 3. Enfin, la strat ultime pour modifier l'expérience et en créer d'autres, comme énoncé plus tôt, ce serait de rajouter le support des mods. Et là, c'est un océan de contenu supplémentaire à envisager, maintenu activement autant par les développeurs que par les joueurs. Et ce schéma, c'est un moyen de rester engageant après plusieurs années, mais également de rester ouvert à la nouveauté. Nouveauté qui peut, dans des cas comme celui-là, apporter une nouvelle façon d'appréhender l'expérience, notamment dans un écosystème où sortir un jeu n'est plus une fin en soi. Je pense que c'est là que cette structure en strat peut exceller. Parce que de nos jours, tant qu'un jeu est maintenu, est-ce qu'on peut vraiment affirmer en avoir fait le tour? Voilà ce qui va clore notre analyse. Pour être honnête, j'avais pas prévu de parler de Phasmophobie à la base, mais en l'ayant repris récemment, je me suis rendu compte qu'un jeu dont je pensais avoir tout vu il y a quelques années a réussi à me faire tomber dans une phasmaddiction. En plus d'avoir un goût de reviens-y, c'est un jeu vraiment fun en multi. Et pour les gens qui n'aiment pas avoir peur, je vais pas vous dire que le jeu n'est pas effrayant, mais je trouve que l'élément horrifique est assez secondaire vis-à-vis de tout le fun qu'on peut en tirer en jouant à plusieurs. Et j'ai un peu l'impression que c'est grâce à lui qu'on a autant de jeux coopératifs en tout genre ces derniers temps. Jeux qui reposent d'ailleurs souvent sur le même schéma. Une jouabilité fun, au cœur du concept, et de nombreuses possibilités d'évolution. En plus, les développeurs prévoient une sortie d'Early Access en 2026 avec l'update Aurore 2.0 qui ajoutera sûrement encore plus de contenu, donc ça peut encore évoluer. Bref, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Blue Sky, on peut discuter de tout ça en commentaire. S'il y a des grands fans de frissons, n'hésitez pas à proposer vos suggestions de jeux pour passer des moments de flip intenses. Et on se retrouve une autre fois pour de nouvelles analyses.